C'est une bonne réponse. Vous l'avez compris, un corps qui rayonne en rouge est moins chaud qu'un corps qui rayonne en jaune. L'acier, lorsqu'on le forge, il commence par être rouge sombre, puis rouge vif, puis jaune, puis on peut monter encore la température et le chauffer à blanc. D'où l'expression chauffer à blanc. Et pour les étoiles, c'est la même chose. Ce sont des corps incandescents, et donc leur température peut être reliée à la température de couleur de leur rayonnement. Et ça se mesure en Kelvin. Et donc les rouges sont les moins chaudes, ensuite on trouve les jaunes, les blanches et les bleues qui sont les plus chaudes. Donc si vous voulez, pour la température des étoiles, c'est l'inverse de la couleur des robinets. Et donc, pour notre exemple ici, Bételgeuse est une supergéante rouge. Elle a une température de couleur de 3600 Kelvin. Le Soleil est une naine jaune, avec une température de couleur de 5700 Kelvin, donc un peu plus chaud. Et Sirius, qui est d'ailleurs l'étoile la plus brillante dans notre ciel, en fait, c'est une étoile binaire, c'est-à-dire qu'il y en a deux, une étoile blanche et une naine blanche, avec des températures de couleur de 9900 et 25000 Kelvin. Donc le bon classement de la plus froide à la plus chaude, c'était Bételgeuse, Soleil, Sirius. Et dans la classification des étoiles de Harvard, Henry Draper a classé les étoiles en fonction de leur couleur, et selon qu'elles soient plus ou moins chaudes, dans différents types spectraux, nommés, alors allez-y, O, B, A, F, G, K, M, L, T et Y, Lala, Tralala, Youpi. On voit pas encore l'endroit où on monte. Vous voyez qu'il y a un poteau du téléphérique là, sur la barre rocheuse à droite, c'est là-haut derrière. Par contre, on voit bien le chemin par lequel on va passer, et on peut dire que ça commence à se corser. On va passer dans les pierriers, à flanc de falaise, puis grimper dans la combe là-haut. Il y a du chemin, vous voyez ces deux petits points là ? Regardez, en fait c'est des gens, donc ça vous donne l'échelle. Non, c'est pas de la grimpette de rigolo. Voici Vénus. C'est notre voisine. Elle a l'air toute paisible avec sa jolie couche de nuages qui reflète bien la lumière du soleil, du coup on la voit super bien de nuit. Mais les Russes ont envoyé des sondes à sa surface, à partir des années 60. Durée de vie des sondes, 120 minutes max. Donc, à choisir comme destination pour des vacances, il vaut encore mieux la Corée du Nord. Et alors, en septembre 2020, vous avez peut-être entendu parler d'une découverte à propos de Vénus qui a été un peu relayée dans les médias. On a découvert qu'il y aurait de la phosphine dans son atmosphère, sous forme de gaz. Alors ce qui est intéressant, c'est que parmi les différents processus chimiques connus qui peuvent produire de la phosphine, il y a les bactéries. Et donc, il serait possible qu'il y ait de la vie bactérienne dans les hautes couches de l'atmosphère de Vénus, au-dessus de 60 km, qui aurait généré ces phosphines. Alors attention, ça, ce n'est qu'une hypothèse parmi d'autres qui sont possibles. Par exemple, cette phosphine pourrait aussi être d'origine géologique ou produite par d'autres processus chimiques qu'on ne connaît pas. Non seulement on ne sait pas l'expliquer, et en plus, on n'en est pas encore sûr. Pour aller plus loin, il faudrait envoyer une sonde sur place pour faire une vérification, éventuellement en recueillant des échantillons dans l'atmosphère. Et là, si on réfléchit, on peut se demander, mais attends, comment ils ont découvert ça alors, s'ils l'ont pas trouvé dans des échantillons sur place ? Eh bien, figurez-vous que la découverte a été faite depuis la Terre. Et comment ? Par l'observation de spectres de lumière, Eh ouais, éveillez-vous ! Je vais vous faire apparaître le spectre du Soleil. Alors pas de panique, on n'a pas basculé soudainement dans une émission de chasseurs de fantômes, et le Soleil ne va pas spécialement taper sur le crâne. En revanche, on va le faire taper sur ce prisme. Regardez ça si c'est pas stylé. Là, on retrouve toutes les couleurs du spectre, et pour le faire apparaître, on n'a même pas eu besoin de faire des invocations magiques. La lumière blanche, elle est décomposée dans toutes les couleurs du spectre de la lumière visible, là, au changement de milieu entre l'air, le vert et de nouveau l'air.
par réfraction. Si vous voulez, c'est le même phénomène que dans un arc-en-ciel. Sauf que là, on n'a pas besoin de la pluie. Et ça, le coup du prisme, Newton avait déjà fait en 1666. Donc si vous le découvrez seulement aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, réveillez-vous, comme on dit sur les chaînes qui cherchent à vous endormir. Alors quand on pointe par exemple une étoile, on peut faire ce qu'on appelle de la spectroscopie. On décompose ce qu'elle nous envoie et on regarde tout son spectre lumineux. Là voilà par exemple le spectre du Soleil, on s'aperçoit qu'en réalité ce n'est pas un arc-en-ciel uniforme parce qu'il y a des raies sombres là. Vous savez que chaque couleur sur le spectre correspond à une fréquence et une longueur d'onde précise. Eh bien pour certaines fréquences, on n'a pas d'ondes qui nous parviennent. Et le vrai mindfuck, c'est que si on prend une autre étoile, par exemple Sirius, et qu'on regarde son spectre à elle, on n'y voit pas les mêmes raies. En fait, ces raies, qu'on appelle les raies d'absorption, elles correspondent à des éléments chimiques qui sont présents dans ce qu'on pourrait appeler l'atmosphère de l'étoile, la couche de gaz à sa surface. Et lorsque les rayonnements émis par le cœur de l'étoile traversent ces gaz, certains éléments absorbent les rayonnements de certaines fréquences. Donc, dans la lumière qui nous parvient de l'étoile, ces rayonnements, ils sont moins présents puisqu'ils ont été absorbés. Et en fait, chaque élément chimique absorbe un rayonnement bien précis. Donc, l'hydrogène et le sodium n'absorbent pas les ondes à la même fréquence. Les ondes lumineuses, comme toutes les autres ondes, elles ont une fréquence et une longueur d'onde qui permettent de les distinguer. Vous êtes habitué à ça. Quand vous écoutez à la radio, par exemple, vous savez que France Culture, on ne la capte pas sur la même fréquence que Rire et Chanson. Pour les ondes lumineuses, c'est la même. C'est comme si l'hydrogène était plus Rire et Chanson, et le sodium, lui, il est plus France Culture. Ce qui fait qu'il n'absorbe pas les ondes aux mêmes fréquences. Donc, si on voit ces raies sur le spectre d'une étoile, ça veut dire qu'à la surface de l'étoile, il y a du sodium. Et on arrive comme ça à déterminer à distance la composition des corps célestes qu'on observe. Alors, on peut soit le représenter sous la forme du spectre avec des raies, comme on a vu là, ou bien faire une courbe. C'est pareil, là, c'est en fonction de la fréquence. En abscisse, on indique pour chaque fréquence quelle est l'intensité du signal. Et donc, quand on a des creux dans la courbe, ça correspond aux raies d'absorption. Donc là, ça y est, vous avez compris la base de la spectroscopie, qui est un outil essentiel de l'astronomie moderne. Donc vous voyez, vous n'aurez pas perdu votre temps en venant faire cette petite balade. Allez. Vous voyez où passe le chemin là-bas, quand on va passer sur le petit surplomb rocheux, ça va être périlleux parce qu'il y aura du vide en dessous, il faut rester concentré. Buvez un coup, rajustez votre casquette et on y va parce qu'on a du chemin. Alors du coup, cette spectroscopie, c'est grâce à elle qu'on a été capable de détecter des phosphines dans l'atmosphère de Vénus sans être sur place. Vous voyez, c'est dit là, dans le résumé de l'article de Nature, quand il parle de détection spectrale dans les ondes millimétriques, c'est ça. Alors, les ondes millimétriques, c'est au-delà de la lumière visible. Vous vous souvenez qu'on a vu qu'il y a des couleurs qu'on ne voit pas, il y a l'ultraviolet et l'infrarouge. Et là, c'est même encore en dessous de l'infrarouge, dans des toutes petites fréquences. Donc du coup, c'est dans un spectre plus large que juste le spectre lumineux, mais c'est le même principe. Donc là, pour les phosphines, on a cherché les raies d'absorption dans les ondes millimétriques en utilisant le JCMT et l'ALMA, c'est-à-dire le réseau d'antennes millimétriques d'Atacama. Parce que, évidemment, pour les observations dans la lumière visible, on utilise des télescopes classiques, mais là, pour les autres ondes du spectre, on utilise des radiotélescopes, des grandes paraboles, et on peut étudier comme ça même des corps froids et pas éclairés qui renvoient même pas spécialement de lumière. C'est quand même pas mal badass! Et pour être complet concernant cette phosphine, il y a déjà eu depuis des tentatives d'observation dans l'infrarouge pour vérifier, et là cette fois on n'a rien détecté. Donc, prudence avec cette découverte, comme toujours en science, tant qu'on ne l'a pas vérifié et reproduit, un résultat reste sujet à caution. Allez, à présent, voici l'énigme. Intéressons-nous à Titan. C'est le plus gros satellite de Saturne. En voilà une image,
Ça c'est sympa, mais maintenant, en bon connaisseur de la spectroscopie, vous savez que, pour en savoir plus sur son atmosphère, il vous faut le spectre de la lumière qui provient de Titan. La lumière du Soleil qui a été réfléchie à sa surface et qui a donc traversé son atmosphère pour nous parvenir. Voilà donc le spectre en question. Ça c'est le tout premier qui a été établi par Gerhard Kuiper en 1944 avec un spectroscope depuis la surface de notre bonne vieille Terre. Il a pris une bonne bouffée d'oxygène et puis il a visé Titan dans le ciel. Voici la version sous forme de courbe de ce qu'il a observé. Et je vous donne aussi des indications sur quelques longueurs d'onde des rayonnements absorbés par quelques éléments. À partir de ça, qu'est-ce qu'on peut affirmer de manière certaine concernant la composition de l'atmosphère de Titan ? Que dans l'atmosphère de Titan, il y a du méthane, que dans l'atmosphère de Titan, il y a de l'oxygène et du méthane, que dans l'atmosphère de Titan, il y a du sodium, de l'oxygène et du méthane. Et vous pouvez aussi demander l'avis du public.